Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour ce nouveau Nouvel Esprit Public, au cours duquel nous recevons Michel Vinocq. Michel Vinocq, bonjour. Bonjour. Nous vous recevons pour la publication d'un ensemble de textes que vous avez reliés sous le titre Égo-Histoire et que vous publiez chez Lafon. Nous, c'est-à-dire Nicolas Bavrez, essayiste et historien, et Béatrice Gibelin, géographe, fondatrice de l'Institut français de géopolitique et directrice de la revue Hérodote. Vous êtes, vous, Michel Vinocq, historien. Vous avez eu d'ailleurs une petite, non pas controverse, mais discussion avec Yves Lacoste, un autre des géopoliticiens, sur la question de savoir si la France est une histoire ou si elle est une géographie. Peut-être on y viendra. Vous êtes un spécialiste de l'histoire de la République française et des mouvements intellectuels et politiques. Vous avez publié, entre autres, Siècle des intellectuels, pour lequel vous avez reçu le prix Médicis, ou Madame de Staël, récompensée par le prix Goncourt de la biographie. Vous avez été membre de la revue Esprit, directeur littéraire au Seuil. Vous avez fondé avec Michel Chodkiewicz la revue L'Histoire, et nous vous devons bon nombre d'ouvrages biographiques de Flaubert à De Gaulle. Vous publiez, je l'ai dit, aujourd'hui aux éditions Bouquin Égo-Histoire, qui s'inscrit dans la lignée d'un genre théorisé par Pierre Nora en 1987, genre que l'historien et éditeur présentait comme, je cite, un exercice qui consiste à éclairer sa propre histoire comme on ferait l'histoire d'un autre et à expliciter en historien le lien entre l'histoire qu'on a faite et l'histoire qui vous fait. 5 livres sont ici rassemblés. Tout d'abord, Jeanne et les siens et Jours anciens, 2 livres sur votre enfance. La République se meurt, qui elle évoque la période de votre adolescence, progressivement habitée par le questionnement et l'engagement politique et intellectuel. Chronique des années 60 rassemble les 40 articles que vous aviez écrits pour Le Monde sur ce sujet durant l'été 1986. Et enfin, Parlez-moi de la France. Et vous le dites, un ouvrage, je vous cite, né d'une question qui me fut posée au début des années 90 par mes étudiants russes à Moscou et à Saint-Pétersbourg. Pouvez-vous nous résumer la France ? Loin de reprendre la formule de Lavis qui, à cette question posée par l'impératrice Eugénie, répondait à la souveraine Madame, ça ne s'est jamais très bien passé, vous appliquez à décrire ce qu'est et ce que n'est pas notre pays. Pour Henri Marot, l'historien, l'histoire est inséparable de l'historien, votre livre en est l'illustration. On ne pourrait séparer le fait du témoin, et vos récits sont d'autant plus précieux que, comme tous vos lecteurs le savent déjà, votre plume est autant celle d'un écrivain que celle d'un historien. Dans les 2 livres qui ouvrent Égo-Histoire, Jeanne et les siens et Jours anciens, nous sommes replongés dans une époque qui paraît aujourd'hui plus que lointaine, celle par exemple à laquelle, lors de sa communion solennelle, l'école accordait un congé pour faire sa retraite à ses élèves catholiques, et même l'usage qui voulait que l'on offre des images à ses professeurs était non seulement toléré, mais même régulier à l'intérieur de cette école laïque, fût-elle, comme la vôtre, dirigée par un instituteur communiste. D'ailleurs, c'est dans une ville communiste, Arcueil, que vous avez grandi. C'est peut-être avec un autre aspect qui est frappant, je crois, à la lecture de Jours anciens et de Jeanne et les siens, c'est celui de ce que l'ascenseur social via la méritocratie a pu représenter à travers la comparaison entre vous et vos 2 frères aînés, vous étiez le dernier de 6, votre frère aîné Marcel, qui aurait tant voulu être journaliste et que, à la fois, la rigueur de votre père et la rigueur des temps a obligé à gagner sa vie très tôt, et votre autre frère Pierre, le frère intermédiaire, si je puis dire, qui lui a pu, mais par le fait de sa propre volonté, et en ayant quitté la famille, a pu devenir lui-même un enseignant et d'une certaine manière aussi un intellectuel, et puis vous qui êtes devenu une sorte d'intellectuel majuscule. Donc si vous permettez, commençons par ces 2 volumes, et j'aimerais vous interroger sur ce que cette école laïque qui était si plus que tolérante, si ouverte à la pratique religieuse, vous inspire dans la perspective de l'évolution de cette attitude laïque à l'égard de la religion. Effectivement, j'ai été élevé
dans une culture catholique et plongé dans un univers municipal communiste. Et entre ces deux églises, l'Église catholique et l'Église communiste, on peut dire qu'il y avait des rapports euh, conviviaux, acceptables. Je dis deux églises parce que après la guerre, vraiment, je suis frappé par la double puissance d'une église catholique déclinante, bien sûr, mais qui a été revivifiée quand même au lendemain de la libération par toute une série de décisions telles que la création des prêtres ouvriers, de la mission de Paris, etc. Et puis, en face, évidemment, la surpuissance politique et sociale du communisme. Et dans cette banlieue rouge, à Arcueil, il y avait effectivement ces deux pôles face à face, mais qui ne se faisaient pas vraiment la guerre. Par exemple, euh, dans le sport, vous aviez deux clubs, deux associations sportives, l'une qui appartenait à la FSGT communiste, et puis l'autre qui appartenait soit à la Fédération française du football, soit... Bon, il y avait ces deux entités. Mais à la vérité, le jeudi qui était le jour de congé, quand on allait jouer au foot sur le terrain de la ville, les équipiers des deux équipes se retrouvaient. Alors, quant à l'école, puisque vous parliez de l'école, oui, c'était un phénomène qui, en y réfléchissant, paraît assez insolite. Vous avez dit que j'avais, à l'école primaire d'Arcueil, un directeur communiste. Je rectifie légèrement, il était socialiste. Ceux qui étaient communistes, c'était la plupart des instits. Et il était, ce monsieur directeur socialiste, farouchement laïque, au point que il surveillait à l'entrée de l'école si nous n'avions pas une petite médaille au cou. Et si c'était le fait, il nous obligeait à rentrer dans la chemise. Bien, voilà le genre. Or, il admettait, comme vous l'avez dit, parfaitement, qu'il y ait une tolérance vis-à-vis de ses élèves qui allaient au catéchisme, comme la loi Ferry l'avait autorisé le jeudi, mais qui en plus pouvait, lors de la communion solennelle de chaque année, autoriser ses enfants à venir dans l'école présenter les petites images pieuses là, à leur instituteur, sans qu'il y ait la moindre protestation. Ça allait, c'était normal. Et imaginez-vous que le jour de la communion solennelle, nous devions, nous, les communiants, défiler à travers la ville pour aller jusqu'à l'église, en deux colonnes, une colonne des filles, une colonne des garçons, et que l'on passait dans les rues, entouré par la population qui, aux trois quarts, votait communiste et qui applaudissait en nous voyant défiler. Donc, voilà des images qui sont très fortes encore dans ma mémoire et qui ne sont plus du tout, je crois, actuelles. Il y a un autre point qui caractérise votre situation à l'intérieur de votre famille, c'est que vous êtes allé au lycée et vous avez passé l'examen d'entrée en sixième. Mais j'aimerais que vous développiez un peu ce qu'était l'attitude des milieux comme le vôtre, c'est-à-dire c'est un milieu pas tout à fait... C'est un milieu très populaire, mais pas vraiment prolétaire, en ce sens que votre mère tenait une petite épicerie et que votre père était employé à l'équivalent de la RATP de l'époque. Ce qui frappe dans votre récit, me semble-t-il, c'est que si les garçons, je ne parle pas des filles, ça devait être encore plus compliqué, mais si les garçons ne vont pas en sixième, c'est pas tant que c'est pas seulement parce que ça fera un salaire de moins qui rentrera dans la famille, c'est parce que les études, c'est pas pour nous. Oui, exactement. Mon père était originaire du Nord, Pas-de-Calais, Saint-Omer, profession maraîcher,
Mais étant donné son rang dans la famille, il n'était pas l'aîné, loin de là. Il n'a pas pu reprendre l'entreprise maraîchère de ses parents. Donc, il est venu à Paris, et ça à l'occasion de la guerre, la Première Guerre mondiale. Et à Paris, il a fait la connaissance donc de ma mère, qui était fille d'un salarié agricole, et ensemble, ils ont bâti donc une famille. Et pour mon père, ça a été un malheur. Un malheur, je ne parle pas de la famille, mais je parle de son expatriation. Et qu'à Paris, il n'avait aucun diplôme que le certificat d'études. Il a erré de ce qu'on appellerait aujourd'hui de petit boulot en petit boulot, jusqu'au moment où il a pu trouver un emploi fixe sur les tramways. Les tramways qui ont circulé à Paris jusqu'en 1935. Après quoi, il est passé sur les autobus. Il ne savait pas conduire, il n'était pas machiniste, mais à l'époque, sur chaque autobus, il y avait 2 employés, celui qui conduisait, le machiniste, et ce qu'on appelait le receveur, qui donnait les billets aux voyageurs. Et donc, il n'était pas un prolétaire d'usine, mais c'était quand même quelqu'un qui s'estimait sans doute déclassé, et qui avait cette ambition pour ses enfants de leur éviter son propre itinéraire, c'est-à-dire de leur donner un métier. Il était obsédé par ça. Mais qu'est-ce que c'était un métier pour lui? C'était un métier manuel. Tout ce qui était assis, les bureaucrates, les intellos, les employés, il les appelait les ronds de cuir. Et ils ne pouvaient pas supporter les ronds de cuir. Il fallait donc que leurs enfants, les fils, surtout les fils, parce que les filles, elles, pourraient se marier, etc. Tandis que les garçons devaient avoir un métier. Et c'est ainsi que mon frère aîné, Marcel, le malheureux, qui n'avait aucun don, pas plus que les enfants, les frères suivants, pour le travail manuel, a été obligé de faire un apprentissage de tapissier, jusqu'au moment où il a pu s'en sortir et il est devenu employé à la Caisse des dépôts et consignations. L'autre frère, pareil, on l'a mis dans un collège technique à Puteaux pour devenir ajusteur. Il a travaillé un moment au compteur de Montrouge, jusqu'au moment où il a pu s'en échapper, s'en évader, et il a eu la vocation momentanée, religieuse. Il a voulu devenir prêtre. Il a quitté la famille. Et j'ai retrouvé une lettre de mon père, lui écrivant. Alors mon père, je le répète, catholique, fervent, faisant sa prière tous les jours, ne manquant pas une messe, enfin, etc., lui écrit une lettre pour lui dire: qu'est-ce que tu fais au séminaire? Tu n'as pas honte, c'est pas pour toi. Et pourquoi? Parce que c'est trop long, c'est des études trop longues. C'est pas fait pour les pauvres. C'est fait pour les riches. Vous vous rendez compte? Un père catho qui dit à son fils: ne sois pas curé parce que c'est pour les riches. Voilà, c'était un peu La religion, c'est pour les pauvres. J'ai eu cette chance d'être né le 6e, 10 ans après ma sœur Geneviève. Et c'est vrai que grâce à cet écart d'années, nous étions à ce moment-là versés après la guerre, et que, hélas, mon père était mort, il est mort en 1945. Votre père et votre frère aîné sont morts de tuberculose, l'un et Oui, l'autre, ce qui aussi marque la oui, différence. Mon frère aîné est mort en octobre 1944, à 22 ans, de tuberculose. Et en juin 45, moins d'1 an plus tard, mon père mourait de la même maladie. Et par conséquent, ça a été pour moi, il faut que je l'avoue, une chance en un certain sens, parce qu'il n'y avait plus ce poids terrible qui avait pesé sur mes frères et sœurs, et que je devenais un enfant libre en quelque sorte. Et c'est mon 2e frère, Pierre, qui a dit à ma mère:
il faut absolument qu'il passe l'examen d'entrée au lycée. On entrait au lycée en 6e, il y avait un examen d'entrée. Ce que j'ai fait, nous étions 33 dans la classe de l'école primaire à avoir l'âge de passer au lycée, cet examen d'entrée en 6e, et nous avons été 3 à le faire, vous voyez? Donc ça donne une idée des proportions qui existaient à ce moment-là dans la démocratisation de l'enseignement. Nicolas Bavrez. C'est vrai que votre livre, démarre avec cette phrase, terrible: «La mort était, chez nous, comme chez elle». Et qu'on trouve sur la couverture cette photo de vous avec, vos 2 frères, vos 2 frères aînés. Heu, je voulais vous interroger parce qu'il y a un fil conducteur, j'allais dire, dans ce livre et qui pose la question du travail de l'historien, c'est que vous avez utilisé justement les carnets de votre frère aîné et ensuite, si je comprends bien, vous avez vous-même tenu un journal qui vous a accompagné et peut-être est-ce que vous pouvez nous parler un peu, de entre guillemets, de cette manière j'allais dire, de construire un récit d'égo-histoire sur des archives, familiales? Oui, mon frère, qui avait 16 ans de plus que moi et que j'ai mal connu puisque j'avais 7 ans lorsqu'il est mort, nous a laissé d'abord des poèmes. Il écrivait de la poésie, il y a plusieurs centaines de poèmes et des nouvelles, et puis surtout un journal. Un journal qu'il a tenu de 1939 à 1944, c'est-à-dire qui couvre complètement la guerre. C'est un document personnel, c'est un document d'histoire aussi. Car il notait évidemment tous les faits de sa propre vie, au singulier, mais il notait aussi ce qui arrivait. Par exemple, je ne donne que cet exemple, mais lorsque les Juifs ont été contraints de porter l'étoile jaune en 1942 dans la zone nord, il a été absolument stupéfait de découvrir ces visages qu'on appelait des Juifs. Il ne comprenait pas. Bon, bref, il y a des notations dans ce journal qui, pour l'historien, sont extrêmement précieuses. Alors, ce journal qui est fait dans 4 cahiers de l'époque, précieusement gardés, je les ai lus plus tard, puisque j'étais trop jeune pour le lire, et à ce moment-là, quand je les ai lus, je me suis dit qu'il fallait en faire quelque chose. Mais je ne pouvais pas le publier. Je ne croyais pas qu'il fallait le publier in extenso tel qu'il était, parce qu'il était fait de bric et de broc. Il y avait des passages très développés et d'autres qui étaient beaucoup plus lacunaires. Donc, m'est venue l'idée, par conséquent, de ce livre qui s'appelle « Jeanne et les siens », dont le point de départ est indiscutablement cette source familiale. Et j'ai réservé un chapitre de cet ouvrage à mon frère, en l'appelant « Le livre de mon frère », où je donne des pages de ce journal. Et il est vrai que cela m'a profondément influencé. D'abord, il y a la figure de ce frère aîné mort, quelques photos qui m'en restent, et cette image au fond du poète assassiné, celui qui meurt avant d'avoir fait son œuvre, mais qui laisse néanmoins des traces, et des traces parfois magnifiques. Et je crois avoir fait mes études secondaires d'abord, sans jamais oublier, sans jamais perdre de vue cette image au fond de l'écrivain qui ne peut pas l'être parce que bon, il fait autre chose dans la vie, etc., qu'il est contraint, et il meurt de manière, on peut le dire, dramatique, à 22 ans, au moment où tous les espoirs sont permis, la France est libérée, va se libérer, etc. Donc il y a dans cette histoire quelque chose de pathétique. Puis en plus, c'est mon frère, c'est ma famille. Donc une influence vraiment très très forte. Et cela m'a donné le goût, effectivement,
de tenir moi-même un journal. Et dès mes années de lycée, je pourrais dire dès la première, en tout cas, la classe de première, j'ai tenu un journal que j'ai tenu jusqu'à nos jours, puisque j'en ai publié déjà trois tomes. Et je crois que je l'aurais jamais fait sans cet exemple. Voilà. Béatrice Gibelin. Oui, c'est un grand plaisir de vous lire. Et vraiment, ces jours anciens, Jeanne et les siens. Et moi, je m'y suis énormément retrouvée parce que j'avais une tante qui était directrice d'école et avec son mari directeur d'école à côté de Saint-Omer. À Oul-par-Moul, donc c'est tout à côté de Saint-Omer. Et moi, je suis calaisienne et originaire. Et donc, ces maraîchages, ce travail des maraîchers, est quelque chose que je connais bien. Et quand vous expliquez que votre père, il pouvait pas rester parce qu'ils étaient déjà nombreux et qu'il a dû partir, et au fond, qu'il ne l'a jamais vraiment accepté, d'être obligé de quitter cela. Et je vous lisais au moment où de nouveau les maraîchers étaient sous l'eau pour la 5e fois depuis le mois de novembre, avec un désespoir absolument affreux. C'est un travail colossal de siècles pour pouvoir... On est au début de la plaine maritime et c'est vraiment terrible. Et en vous lisant, je repensais à cela. Et puis, ce que je trouve, et ça c'est, je crois, le merveilleux de l'égo-histoire, qui est quand même quelque chose de très particulier à l'histoire française. Et je voudrais aussi un peu vous intéresser là-dessus, parce que c'est pas vraiment l'autobiographie comme on l'a, c'est pourquoi en France naît cette égo-histoire. Et vous êtes, je crois, un des meilleurs dans cette capacité à parler de ce qui est votre vie personnelle, replacé dans ce contexte plus large social. Vu mon âge, moi, les années 50, oui, c'est très, très présent, si vous voulez. Et ce qui m'a beaucoup frappé, vous l'avez évoqué, 3 sur une classe de 33 qui vont aller en 6e. J'étais un peu plus à ma génération, mais guère plus. Et je m'interrogeais sur le discours aujourd'hui, sur l'absence d'ascension sociale, sur le fait que tout était presque bloqué, tout était affreux. Mais je me disais, mais on ne percevait pas du tout ça, ce discours d'absence d'ascension sociale. Non, on ne le voyait pas du tout comme ça, alors que 80% d'une classe d'âge va au lycée aujourd'hui. Et tout le monde a accès au lycée. Et quand on vous lit, et je me dis, mon Dieu, qu'il faudrait le faire lire à beaucoup, on se rend compte de l'énorme avancée qu'il y a pu y avoir. Et que ce discours qu'on tient aujourd'hui a quelque chose qui me dérange. Oui, je comprends. Oui. L'ascension sociale, disons-le aussi, ne se faisait pas seulement par les études. Car j'ai retrouvé au cours de ma vie un certain nombre de mes anciens condisciples de l'école primaire qui avaient parfaitement réussi, comme on dit, réussi leur vie professionnelle. En devenant cadres, souvent dans des entreprises industrielles et autres. Et il y a toute une série de démarches qui permettaient d'émerger quand même, n'est-ce pas? Mais le fait massif, vous l'avez souligné, c'est que l'ouverture aux études secondaires d'abord et supérieures, elle était extrêmement limitée. Extrêmement limitée. Et encore, je dirais ceci, c'est que le pourcentage de l'école d'Arcueil, où je trouvais de 10% à peu près, il est très élevé par rapport au milieu des campagnes, par exemple, des petites villes. La chance, au fond, ma chance, pas seulement la mienne, c'était d'habiter Paris, ou en tout cas la région parisienne, et qu'il y avait à 20 minutes ou une demi-heure de chez moi par le métro, un lycée.
Combien il y avait de lycées dans les petites villes, dans les sous-préfectures, etc. Très, très peu. Donc, il y a, parmi les privilèges qui existent dans l'éducation de cette époque, pas seulement les privilèges de classe, il y a aussi des privilèges géographiques. Ça m'a vraiment beaucoup frappé. Je crois que vous avez raison de souligner qu'en plus de l'ascension sociale par la scolarité, il y a une ascension sociale par les entreprises et dans les entreprises, dont on peut se demander si elle n'a pas, à quel point elle s'est raréfiée, peut-être même si elle n'a pas disparu. Mais si vous voulez bien, j'aimerais qu'on en revienne à un autre des éléments de ce livre, qui est celui de ces cours que vous avez donnés à des étudiants russes à Saint-Pétersbourg et à Moscou sur le thème, donc, et la réponse à parlez-nous de la France, expliquez-nous l'histoire de France. Est-ce que c'est une géographie? Est-ce que c'est une histoire? J'ai dit tout à l'heure que vous avez eu un désaccord avec Yves Lacoste sur ce point. Est-ce que c'est, bref, Nicolas Bavrez? Oui, vous avez mis en exergue la phrase de Bernanos, de bien des manières, mon pays reste pour moi une énigme. Et donc, c'est vrai que vous voyez arriver la question que ça aspire. C'est finalement, après donc cet exercice d'égo-histoire, mais toute une vie passée à réfléchir finalement à la France contemporaine. Est-ce que vous avez une réponse? Est-ce que la France est toujours pour vous une énigme? Et sinon, alors vous avez dit, mais Béatrice va pouvoir évidemment contester ça. En tout cas, ça n'est pas une géographie. Et donc, qu'est-ce que c'est? Est-ce que vous avez trouvé la clé de l'énigme? Écoutez, je creuse la question depuis 60 ans. Je ne suis pas sûr d'avoir compris, mais alors, sur la question qui m'a opposé à Yves Lacoste, il y a un certain malentendu. Quand j'écris cette phrase « La France n'est pas une géographie, c'est une histoire », bien entendu, la France est une géographie, nous le savons tous. Elle est déterminée par des frontières et par un climat, par une production économique, enfin toutes ces choses, une géologie qui font une géographie. Mais ce que je voulais dire par là, c'est que la France d'aujourd'hui n'a jamais, pendant très longtemps, n'a pas été l'Hexagone, y compris avec ses territoires d'outre-mer. La France a varié, géographiquement parlant, depuis le Moyen-Âge, depuis la Gaule, n'est-ce pas? On voit une France qui s'est étendue, rétrécie, et qui s'est construite progressivement à travers ou grâce à un levier formidable qui a été le pouvoir central parisien. Et la succession des dynasties, en particulier les Capétiens, ont réussi peu à peu à agrandir leur domaine malgré la féodalité, malgré la puissance étrangère, etc. Et ce n'est que très tardivement, au XIXe siècle, que la France a à peu près acquis la physionomie qu'elle a aujourd'hui. Voilà, c'est ce que je voulais dire, tout simplement. Alors, Pardon, est-ce que vous ne vouliez pas dire aussi que la géographie de la France a changé, mais son histoire, je veux dire, ce qui structure son histoire, c'est-à-dire le fait que c'est un État avant d'être une nation, ça n'a pas changé. Exactement. Ouais. C'est pour ça que la France, je disais, est une idée, parce que par là, j'entendais ce que vous venez de dire, c'est qu'il y a d'abord eu un État avant qu'il y ait une nation, puisque cette nation elle était faite véritablement de morceaux extrêmement hétérogènes quant à la langue en particulier, à la culture, à l'histoire de toutes ces régions. Qu'y avait-il de commun, disait Claudel, dans ses, je crois que je le cite, dans ses conversations dans le Loir-et-Cher, il y a un moment, une grande tirade où il dit « Qu'est-ce qu'il y a de commun entre un Alsacien, un Basque, un Breton, etc. » Et c'est pourquoi il y a eu la formation d'un État central pour coller ensemble tous ces morceaux divers et, par la suite, la naissance d'une nation
avec ses caractéristiques linguistiques, culturelles, religieuses, etc., qui a été impulsé par le haut. Alors, ça a été un bienfait et en même temps, ça représente aussi beaucoup de mauvaises conséquences, et en particulier une hypercentralisation dont nous souffrons encore terriblement, à mon sens, aujourd'hui, et dont avaient parfaitement conscience beaucoup d'écrivains et d'hommes politiques au XIXe siècle, n'est-ce pas? Il y a tout un courant libéral au XIXe siècle qui demande la centralisation, qui fait des manifestes pour briser cette hypercentralisation qui est Qui fondée... demande la décentralisation, vous avez dit la J'ai fait un centralisation. lapsus. Oui, qui réclament la décentralisation. Mais une fois qu'ils arrivent, ils sont républicains en général, et quand ils arrivent au pouvoir, ils n'en font rien. Alors, ça c'est un des inconvénients. Mais l'avantage a été effectivement de créer un État tout de même, une nation relativement homogène et progressivement qui s'est mise à parler la même langue, ce qui n'était pas le cas au début. Béatrice Oui, Hubert. enfin, sur le malentendu sur la France est une histoire, elle n'est pas une géographie. Pour avoir longtemps travaillé avec Yves Lacoste, je peux vous dire qu'un de ses manuels de seconde, enfin dans le secondaire, pardon, au collège, qui traitait de la France, la première page, c'était « La France n'a pas toujours existé ». Voilà. Voilà, on démarrait là-dessus. Et on démarrait sur justement une forme qui n'était pas celle de l'Hexagone. Et c'est pour ça que je suis assez étonnée. Alors, il n'y a pas d'histoire sans géographie, il n'y a pas de géographie sans histoire, bien évidemment. Hein. Le rapport du temps à l'espace est indispensable. Mais dans les représentations de ce que doit être la géographie de Lacoste, c'est certainement pas une donnée qui tombe au sein de laquelle on agit, mais qui est le résultat, avant toute chose, d'une histoire. Un de ses derniers ouvrages, c'est La géopolitique, la longue histoire d'aujourd'hui. Bon, donc on est complètement je crois, tout à fait d'accord là. Mais c'est la formule, vous savez, qui l'avait choqué. Oui, peut-être. La formule brutale, la France n'est pas une géographie. Oui, sûrement. Mais parce que je pense qu'il est parfaitement d'accord avec vous là-dessus. Sur... la France aujourd'hui. Moi, je voudrais revenir un peu sur la question de l'égo-histoire, parce que je pense qu'elle est limite, elle était faite pour vous, quoi, cette conception de l'histoire. Est-ce que vous pourriez revenir là-dessus, sur le plaisir que vous avez pris à l'écrire, parce qu'on sent un très, très grand plaisir de l'écriture, et en quoi ça... Qu'est-ce qu'elle apporte, cette approche française de l'égo-histoire? J'ai pris l'habitude de distinguer deux concepts, la singularité et le spécifique. Généralement, le romancier écrit le singulier. Il raconte la vie d'une femme, d'un homme, d'une famille, etc. Et l'historien, en général, parle du spécifique, c'est-à-dire du général, des collectivités, des classes, des nations, des groupes politiques, etc. Et pour ma part, je me suis, depuis toujours, on peut dire, efforcé de lier le spécifique et le singulier. Alors, qu'est-ce que l'égo-histoire ? C'est un peu cette synthèse. D'une part, donner la connaissance de ce qu'on a été et qui est unique. Chacun de nous est unique. Bon, ça, c'est le singulier. Mais en même temps, placer, replacer, enraciner ce singulier dans un contexte historique que nous avons vécu et qui a précisément influencé notre formation, notre personnalité. Ne pas oublier que si je me raconte, je dois aussi me raconter dans la collectivité, dans la communauté politique, religieuse, culturelle, où je grandis, où je vis. Alors, l'égo-histoire, c'est cela, si vous voulez. C'est pas une simple autobiographie. C'est
quand il s'agit de souvenirs, parce qu'il y a aussi d'autres façons de procéder. Mais quand on se raconte, comme c'est le cas de ces 2 premiers ouvrages, c'est s'efforcer à chaque fois de sortir un peu de soi-même. De se raconter, oui, mais de se raconter au milieu de, dans, avec les autres, hein. Voilà, c'est cette démarche. J'ajoute ceci, c'est que j'ai été formé intellectuellement en histoire au moment de la guerre d'Algérie. Et pour moi, j'ai vécu toutes mes études sous le ciel plombé de la guerre d'Algérie. Toutes mes études. Et nous ne pensions politiquement qu'à ça. La peur d'être envoyé dans une guerre que nous refusions, en tout cas je parle du groupe d'amis d'étudiants à la Sorbonne qui était le mien, et nous étions hantés par cette guerre que nous trouvions, comme l'avait dit Guy Mollet avant de la faire, une guerre imbécile et sans issue. Bien. Or, cette guerre, je l'ai vécue non seulement avec les éditoriaux des journaux, etc., mais sous la plume des grands écrivains. Et ça a été très formateur pour moi. C'était Sartre, Mauriac, Camus, et d'autres moins connus, mais c'est à travers eux, chaque semaine, que dans l'Express, dans l'Observateur, etc., dans la revue Esprit, que je vivais cette guerre. Et cela aussi, avec l'influence de mon frère dont nous parlions tout à l'heure, a été important pour moi. Et que l'histoire, la discipline historique, a été pour moi de plus en plus inséparable de la littérature. D'autant que j'avais commencé mes études par une licence de lettres modernes, et que ce n'est qu'au cours de ces études littéraires que j'ai versé vers l'histoire qui en quelque sorte m'appelait en raison des événements, si vous voulez. Alors, oui, je crois que, comme disait, vous avez rappelé le mot de Marou, que l'histoire est inséparable de l'historien. Je crois à la démarche scientifique de l'histoire, mais je ne crois pas que l'histoire soit une science, parce que nous sommes évidemment conditionnés par notre personnalité, par le temps dans lequel nous écrivons, par toutes les influences que nous subissons, et donc notre approche a toujours, même quand nous ne disons pas « je », a toujours une part de subjectivité. Nicolas Bavrez. Dans ces livres, c'est vrai qu'on voit à quel point cette expérience de l'effondrement de la 4e République a été importante pour vous, ce que vous appelez la décomposition de l'année 57. Et j'avais donc, et en même temps, finalement, l'essentiel de votre vie s'est déroulé durant la 5e République. Et j'avais donc 2 questions. D'abord, sur cette 5e République, elle vient de battre le record de longévité de la 3e. Donc, quel regard vous portez sur cette... maintenant, c'est la République la plus longue, qui est née d'un coup d'État légal. Quel regard vous avez finalement et sur cette République et sur son fondateur? Et la deuxième question, vous avez parlé de la République qui se meurt, c'était la 4e. Et est-ce qu'aujourd'hui, que vous recommencez à être un peu inquiet sur justement l'état de la République dans notre pays? Sur le coup, en 1958, j'étais tout à fait hostile au retour du général de Gaulle au pouvoir et à la création de la 5e République. Pourquoi ? Tout simplement parce que je n'avais rien contre le général de Gaulle. Je venais de lire précisément le premier tome de ses mémoires de guerre, qui m'avait tout à fait emballé. J'avais un immense respect pour cet homme. Mais le fait qu'il revienne au pouvoir sous le coup d'une insurrection à Alger et avec l'appui de l'armée qui menaçait les députés qui ont finalement
voté pour l'investiture de Gaulle. Dans ce contexte-là, je suivais mes maîtres, pas tous du reste, puisque j'allais dire, je suivais l'ensemble des écrivains que je lisais. Non, puisque si Sartre a été tout à fait opposé au retour du général de Gaulle et à la constitution de la Cinquième, Mauriac, comme vous le savez, a progressivement saisi qu'il n'y avait pas d'autre solution, et de toute façon, le culte qu'il avait pour les grands hommes, de Gaulle autant que Mendès France, l'a porté à soutenir à fond ce retour du général de Gaulle. Donc au départ, je suis contre, et même c'est la première fois que je votais, puisque c'est en 58, j'avais 21 ans. Eh bien, je me souviens d'avoir voté non. Mais dans mon fort intérieur, quand même, je me suis demandé si j'avais bien raison. Parce que j'avais été frappé par une controverse entre Hubert Beuve-Méry, Journal Le Monde, et Claude Bourdet, qui était l'observateur de gauche. Alors, Bourdet, ancien résistant, Croix de la Libération, pas forcément anti-gaulliste, mais qui était furieusement contre cette espèce de coup d'État larvé qu'avait été le retour de Gaulle, et Hubert Beuve-Méry, qui lui n'avait pas de sympathie particulière pour de Gaulle, mais qui parlait au nom de la raison raisonnable, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'autre solution. J'avais été frappé parce que tout de même les arguments de Beuve-Méry étaient forts. Et effectivement, si on n'appelait pas de Gaulle, qu'est-ce qui pouvait arriver dans ce chaos qu'a été le mois de mai 58? Alors, j'ai donc voté non, mais avec un petit coin dans ma tête qui disait, au fond, c'est assez facile de voter non quand tout le monde vote oui. Ce qui était le cas, parce que 80% ont approuvé cette constitution. J'ai fini par admettre que, en faisant mes études d'histoire, que tout de même, cette République cinquième avait des mérites. La preuve, c'est qu'elle a tout de même réussi à stabiliser un certain temps la vie politique, de résoudre tous les problèmes qui s'appelaient coloniaux, post-coloniaux, etc. La décolonisation, le réarmement de la France, bon, il y a eu un sursaut et au fond, une politique extérieure d'indépendance qui ne me déplaisait pas vis-à-vis des États-Unis, bon, etc. Alors, quand on compare la cinquième avec les autres républiques, je suis frappé que tout de même par ses vertus, qui sont la stabilité ministérielle, et puis arrive le moment clé à mes yeux qui me donne à ce moment-là le sentiment que nous sommes dans des bonnes institutions, c'est l'alternance de 81. Quand la gauche arrive au pouvoir avec Mitterrand en 81, ça y est, cette république-là n'est pas confisquée par un clan, par un parti. Non, elle est admissible puisque l'alternance est possible. Voilà pour le côté positif. Et que j'ajouterais en précisant que l'élection du suffrage, au suffrage universel du président à 2 tours, a permis, ce qui n'avait jamais existé en France pratiquement, la bipartition. Au 2e tour, on se classe derrière le candidat, et voilà que entre 1965 et jusqu'en 2017, exclu, on assiste, ce qu'on n'avait pas expérimenté en France véritablement, à une alternance entre 2 partis, l'un, appelons-le si on veut, conservateur et l'autre progressiste, droite et gauche. C'était le rêve peu connu du reste, de Gambetta, de Ferry, les fondateurs de la Troisième République. Gambetta dit clairement dans un certain nombre d'écrits et de discours, la France républicaine a besoin de 2 partis. Un parti qui va de l'avant et un parti qui freine. C'était son idée. Eh bien, ça n'a jamais existé sous la Troisième République, pour des raisons compliquées. Et voilà que la cinquième le permet. Voilà, donc quelques éléments
positif sur la cinquième. Alors maintenant, la question que vous me posez, est-ce que vous ne croyez pas qu'aujourd'hui, elle prend feu, cette cinquième République? Elle a un tort, elle a une faiblesse. C'est l'hyper-présidentialisation, l'hyper-pouvoir accordé au président et son incapacité progressive à véritablement être en lien avec les citoyens. Il y a une séparation, il y a une sorte d'abîme quand on voit les sondages qui font peur, quand vous voyez que 80% des Français ne croient plus en la politique, quand vous avez plus de 50% qui s'abstiennent aux élections, et que beaucoup pensent que la corruption est répandue dans tous les rangs des élus. Et enfin, depuis 2022, le fait qu'il n'y ait plus de majorité capable de faire les lois convenablement, et tout ça, évidemment, montre que ça cloche. Alors, il se trouve que sur l'initiative de Claude Barthelone, nous avons réuni un groupe de travail il y a quelques années pour imaginer des réformes constitutionnelles en analysant évidemment ce qui n'allait pas dans notre République, qui était le défaut de participation, le défaut de la coupure entre les citoyens et les élus. Et nous en sommes arrivés, un groupe de travail qui était recruté sur tous les éventails de l'Assemblée à l'époque. C'était sous Hollande, donc en 2015. Donc nous sommes arrivés à la proposition de 17 réformes présentées. 17 réformes qui portaient sur la loi électorale, qui portaient sur la décentralisation, qui portaient, etc. Bon. Bien entendu, tout cela est laissé rester lettre morte, mais on voit même que Emmanuel Macron, dans sa volonté ou velléité de faire des réformes constitutionnelles, il se heurte à chaque fois à l'obstacle du Sénat. Et pour aller au-delà, il faudrait passer par le référendum. Mais le référendum en France, c'est une sorte de plébiscite, oui ou non, en faveur du président. Donc, je crois effectivement que nous connaissons depuis quelques années une sorte de panne institutionnelle, politique, qui s'est aggravée évidemment avec l'effondrement en 2017 des deux partis de gouvernement de gauche et de droite. Parce que nous sommes gouvernés désormais depuis 2017 par ce qu'on peut appeler un hypercentre, un extrême centre qui a eu pour conséquence de provoquer la montée aux extrêmes gauche et droite et rendre la vie politique fondée sur la bipartition dont on parlait impossible. Et quand on se demande aujourd'hui quelle est l'alternance possible, est-ce que c'est Madame Le Pen, et évidemment là, c'est une catastrophe, en tout cas à mes yeux, ou alors Monsieur Mélenchon, qui est une catastrophe symétrique. Alors oui, je suis tout à fait conscient que nous avons à travailler sur la réforme institutionnelle. Il y a d'autres réformes à faire, mais puisque la question est là-dessus, sur la réforme institutionnelle, constitutionnelle même, de notre cinquième République, qui, encore une fois, vous l'avez souligné, a quand même battu le record de longévité, ce qui n'est déjà pas si mal. Est-ce que c'est une erreur que de dire que c'est la politique qui vous a conduit à l'histoire ? Non, c'est pas une erreur, puisque, et je préciserai même à l'histoire contemporaine. Car j'ai fait mes études d'histoire dans les années 50, au moment où triomphait ce qu'on appellera la nouvelle histoire, c'est-à-dire une histoire qui refusait l'événementiel. Or, j'étais à contre-courant donc de cette histoire-là, puisque, encore une fois, hanté par la guerre d'Algérie,
par tous les événements politiques qui pouvaient se passer, et Dieu sait s'il y en a eu. Quand on pense à l'année 56, rendez-vous compte, le rapport secret de Khrouchtchev qui va provoquer un séisme dans le monde communisme, les chars de Budapest, les chars soviétiques qui écrasent la révolte de Budapest, l'expédition de Suez où les Britanniques et les Français se font tirer les oreilles par les Américains et les Russes. Bon, enfin, la guerre d'Algérie qui entre dans sa phase la plus féroce. Avoir vécu tout cela, évidemment, vous avez l'idée que vous êtes dans l'histoire. Vous êtes dans l'histoire. Et ça explique un peu aussi l'égo-histoire. Parce que vous en faites partie de cette histoire qui est en marche. Donc, il y a des époques comme cela, extrêmement dramatiques, qui forment, qui produisent des réflexions, des réflexes, des attitudes. Pour ma part, ça a été ces années de la République se meurt entre 1956 et 1958. Mais on voit bien que vous étiez, vous étiez dès le départ un parmi les autres, à cause de votre famille, à cause de l'Église, à cause aussi des événements, et que donc, d'une certaine manière, vous ne pouviez pas faire simplement une autobiographie, il fallait que ce soit précisément une égo-histoire. Béatrice Gibelin. Oui, vous insistez sur le fait qu'en France, on aime l'homme providentiel, hein, et qu'on va chercher l'homme providentiel. Qu'est-ce que vous diriez aujourd'hui? On est toujours à la recherche d'un homme providentiel, et Macron a eu cette image-là quelque temps, pouvant créer cet hypercentre. Alors, il y a quelque chose qui m'a interrogé. Vous venez de dire, l'hypercentre a nécessairement fait monter les deux extrêmes. Ça aurait peut-être pu s'écrire autrement, que cet hypercentre ait pu fonctionner et qu'on n'ait pas forcément la montée des deux extrêmes. Et puis, autre question, est-ce qu'on a déjà connu des périodes d'hypercentre en France avant, disons, au courant du 19e siècle, par exemple? Alors, le fait est que l'homme providentiel, pour répondre à la première question, a été quand même une histoire récurrente, puisque si l'on commence simplement avec la Révolution, on voit bien que la Révolution se termine donc par l'appel à Bonaparte. Ensuite, c'est Louis-Napoléon Bonaparte, Napoléon III. En 40, c'est Pétain. Et en 58, c'est De Gaulle. Et à chaque fois, ces hommes aventureux et décidés, hardis, ou sans scrupules, sont soutenus profondément par une grande partie de la population, qui aspire à être commandée. Pourquoi? Parce qu'elle vit dans une société terriblement divisée. Ces divisions sont vraiment, en France, particulièrement aiguisées par l'histoire. Que l'on songe, pour moi, il y a un moment, au fond, une matrice de notre histoire, de notre division, qui est les guerres de religion. Quand on songe à la violence, n'est-ce pas, où se sont affrontés d'abord les catholiques et les protestants avec cette référence de la Saint-Barthélemy. Nous sommes un pays de guerre civile et de guerre religieuse. Ensuite, naturellement, il y a eu la guerre institutionnelle, c'est-à-dire monarchie, république, etc. Et puis la lutte des classes. Quand on fait l'histoire du 19e siècle, c'est terrifiant, la violence des rapports sociaux. Que l'on songe à la révolte des Canuts en 1832, que l'on songe aux journées de juin 1848, que l'on songe à la Commune de Paris. Mais quel est le pays où on a vu pays civilisés, entre guillemets, où on a vu des massacres entre les gens, entre les classes, entre les religions, entre les groupes? Voilà. Donc, je crois qu'il y a là une source historique de l'appel au sauveur, à celui qui va
apaiser, réconcilier. Et c'est Bonaparte qui va créer, qui va signer le Concordat, enfin, etc. Et voilà une des raisons, à mon sens, n'est-ce pas, de cet appel à celui qui, le bon berger. Et puis après, évidemment, on n'en veut plus. Il y a un moment donné où ça suffit comme ça. Et il faut s'en débarrasser. Alors, je crois que nous sommes, écoutez, aujourd'hui, pour chercher un consensus en France. On en a trouvé un récemment à propos de l'IVG. 80% ont voté pour l'inscription dans la Constitution. Mais en dehors de ce fait, quels sont les motifs, les raisons, les objets d'accord, de conciliation, de consensus? Et quand on compare notre histoire avec celle de nos pays voisins, on voit bien qu'il y a quand même une originalité française. Nous avons dans notre ADN la révolte, la contestation, la protestation, on me la fait pas, etc. Et ça, c'est quand même extrêmement français. Comment surmonter tout cela? Évidemment, chaque époque trouve une solution plus ou moins boiteuse, mais c'est un souci permanent d'un gouvernement. Vous venez d'évoquer l'ADN de la France et je voulais vous soumettre, à propos de cet ADN, une phrase de François Furet qui disait « La société française est une cascade de mépris ». C'est le paradoxe d'une société égalitaire, au principe égalitaire. Et c'est vrai que nous avons, j'ai un chapitre là-dessus dans mon livre, à propos de Parlez-moi de la France, où je montre que cette société égalitaire, elle n'est égalitaire qu'à partir d'un certain niveau, parce que pour le niveau jugé inférieur, elle ne se sent pas du tout égalitaire. Écoutez, moi, petite anecdote, ce qui m'avait frappé, c'est que quand j'étais jeune professeur au lycée, on faisait des distinctions très nettes entre les agrégés, les certifiés, les maîtres auxiliaires. Il y avait toute une hiérarchie invraisemblable. Il y avait même une catégorie assez étonnante des bi-admissibles, c'est-à-dire de ceux qui avaient été reçus 2 fois à l'écrit de l'agrégation, mais qui avaient échoué à l'oral. Vous vous rendez compte? Donc, dans un seul établissement, vous aviez parmi les professeurs une cascade. Alors, je ne dis pas forcément de mépris, mais une cascade hiérarchique, qui vraiment était ridicule, étant donné que nous faisions le même métier, avec les mêmes problèmes, les mêmes élèves, etc. Voilà. C'est un exemple de cette société révolutionnaire qui, par la Révolution, la nuit du 4 août, a absolument aboli les inégalités de naissance, mais qui les a reconstruites. D'ailleurs, encore aujourd'hui, quand vous lisez les carnets des journaux, des avis, vous trouvez encore, surtout dans le Figaro, il est vrai, mais pas seulement, des gens qui s'intitulent avec des titres de noblesse. Noblesse qui a été abolie depuis 1789. On a encore le souci, n'est-ce pas, Et puis, alors, les décorations, la Légion d'honneur, une magnifique invention de Bonaparte, Napoléon, n'est-ce pas? C'est Hochet, n'est-ce pas, pour attirer sa clientèle en usant de leur vanité, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, vous avez comme ça des pages entières de fournées de légionnaires. Enfin, nous sommes une société qui a encore dans sa tête, son inconscient, son subconscient, l'idée de rang, sans parler des anciens de Polytechnique, des anciennes normales, etc., etc. Oui. Ça, c'est une réalité française, alors que c'est l'égalité qui est notre principe fondamental. Une dernière question brève, suivie d'une brève réponse. Nicolas Bavrez. Vous l'avez rappelé avec l'égo-histoire, l'historien est dans l'histoire et l'historien est une histoire. Et on a l'impression que dans un moment où il y a une génération bénie d'intellectuels, la génération des Aron, Sartre, Nizan, Canguilhem, Cavaillès, mais que pour l'histoire,
il y a une espèce de génération bénie des dieux à laquelle vous avez appartenu avec Pierre Nora, Paul Venn, Jean-Noël Jeannet, et qu'on a eu une génération comme ça, d'historiens qui ont vraiment fait, chacun avec d'ailleurs des angles assez différents, mais qui ont vraiment fait de cette discipline quelque chose d'autre. Est-ce que vous partagez cet avis? Oui. Et est-ce que c'est l'effet du hasard? Écoutez, effet du hasard ou pas, en tout cas, il y a des chiffres qui le montrent. La vente des livres d'histoire. Bon, ça c'est une première approche. Il se trouve que j'ai eu la chance de pouvoir fonder la revue L'Histoire en 1978 avec Michel Chotievitch, qui, ancien directeur de La Recherche, m'avait demandé est-ce qu'on pourrait faire la même chose en histoire. J'ai tout de suite dit oui, et j'ai donc véritablement lancé cette revue. Mais c'est un moment, c'est la fin des années 70 et des années 80, comme vous le dites, qui a été d'une richesse en production historique absolument exceptionnelle. Et je me souviens bien que lors des débats que nous pouvions faire dans les salons du livre, etc., avec des gens comme Pierre Chaunu, aussi bien que Georges Duby, Michel Perrault, Mona Ozouf, François Furet, on invitait à ce moment-là les historiens, alors que dans la génération précédente, on invitait les philosophes. L'historien était devenu un intellectuel, c'est-à-dire un monsieur ou une dame qui publiquement pouvait parler de l'actualité, de la politique, etc., en raison de sa discipline. Mais ça, c'était un moment tout à fait extraordinaire. Alors, ce moment, il a disparu. Effectivement, les livres d'histoire se vendent de moins en moins. Notre revue L'Histoire se vend toujours grâce à un lot d'abonnés très important. Et puis parce que, on fait tout pour que ça marche, mais c'est très dur. Alors que au début de cette aventure de presse, nous avions vraiment le vent en poupe, ça avait l'air facile, il y avait un public extraordinaire. Alors, aujourd'hui, il s'est passé quelque chose quand même, qui n'est pas seulement dans la discipline historique, c'est l'hyper-spécialisation. On exige, n'est-ce pas, des chercheurs, des doctorants, un travail sur des sujets parfois extrêmement précis qu'il faut approfondir, etc., au risque d'avoir une conception d'ensemble. Alors, je dois dire que j'ai eu une chance d'échapper un peu à cela en étant élu à Sciences Po. Parce qu'à Sciences Po, j'étais obligé de faire des cours d'histoire qui ne reposaient pas sur des sujets pointus, mais sur des panoramas, on peut dire, sur des surveys, n'est-ce pas, sur des siècles, sur des grandes idées. Et ça m'a un peu sauvé, ou au contraire infligé une réputation qui n'est pas de spécialiste véritablement. Voilà, oui, il y a eu un changement considérable. Rappelons quand même que le cours que vous avez enseigné à Sciences Po était un cours obligatoire et qu'il ne l'est plus. Qu'après votre départ, c'était je crois sous le règne de Richard Descoings, après votre départ, le caractère obligatoire de ce cours a disparu et que je pense qu'il n'est pas très difficile d'imaginer quels sont les effets du dédain de l'histoire sur des cervelles aussi facilement inflammables que celles qui sont à Sciences Po. Quoi qu'il en soit, le goût de l'histoire, et pas seulement de l'égo-histoire, est sûrement quelque chose qui ne peut être que acquis ou avivé à travers la lecture de votre livre. Donc c'est dans la collection Bouquins, l'ensemble des textes que vous aviez publiés et qui relèvent de ce que vous appelez égo-histoire. Égo-histoire qui donne son titre à ce volume de bouquins. Michel Vinocq, merci d'avoir été notre invité, d'avoir partagé vos réponses à un certain nombre de nos questions. Cette émission a été préparée avec Max Balland. Son compendium, son compte-rendu analytique sera assuré par Benoît Carré, tandis que Nicolas Tourneau s'occupe du site et que Olivier Magloire s'occupe des plateformes de financement. C'est Manon Boisard qui a assuré l'enregistrement pour le studio L'Arrière-Boutique et c'est Julien Neuville et Nouvelles Écoutes qui nous produisent. Je vous donne rendez-vous mercredi pour la poursuite de nos échanges avec le baryton basse Jean-Philippe Lafont et dimanche prochain pour un nouvel Esprit public.